Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, nous voici de nouveau sur l'émission Fan du crédit, avec aujourd'hui un sujet qui est plutôt un sujet de discorde en général au sein des directions générales des intermédiaires de banque. Je parle de la conformité. Autrement dit aussi en anglais, parce qu'on aime bien les anglicismes, la compliance. Alors, le métier d'intermédiaire bancaire, il est hyper réglementé, bien évidemment, comme toutes les activités réglementées, et encadré par des législations et des réglementations qui sont de plus en plus dures et de plus en plus nombreuses. Ce qui fait dire régulièrement aux commerciaux que cet encadrement tue le business. Et c'est donc, qu'on soit d'accord ou pas avec ce postulat, il n'en reste pas moins que la transgression des réglementations et des lois est un sujet périlleux pour la poursuite de la capacité d'exercice, mais aussi pour la mise en difficulté du consommateur. Alors, pour accompagner cet alourdissement du poids des réglementations, les autorités de supervision ou de régulation ont demandé à ce que les acteurs disposent de services ou de départements conformité afin de relayer les dispositions de contrôle et s'assure que tout cet arsenal de règles est bien maîtrisé, étayé et dispensé auprès des collaborateurs. Cependant, les personnes affectées à sa conformité ou au contrôle sont souvent mal perçues par les commerciaux puisqu'ils sont eux-mêmes les tueurs de business. Surtout qu'il leur est reproché, la plupart du temps, de ne pas avoir exercé le métier d'un point de vue pratique. Alors, du coup, faut-il imposer la conformité, s'en accommoder, la valoriser et comment concilier et tirer profit du respect des contraintes et des législations de la conformité pour pouvoir progresser dans son développement et son activité? Voilà le thème d'aujourd'hui. Alors, pour étayer tout ça avec cette longue introduction, j'ai le plaisir d'accueillir Inès Gamme. Bonjour. Qui est la directrice du pôle Excellence Banque et Assurance chez Neoledge. Tout à fait. Vous m'en parlerez un petit peu plus. Tu nous en parleras un peu plus, parce que je parlais aussi au niveau de l'Assemblée. Caroline Gressel, que nous avons déjà eu le plaisir d'intervenir, qui est la fondatrice et dirigeante de KTG Conseil, service de conseil et justement de conformité dans les entreprises et principalement dans les entreprises d'intermédiation où tu as exercé. Et puis Frédéric Bonsard. Bonjour Frédéric. Pour lui, c'est une nouveauté. Architecte data, c'est ça, chez Dcube, cabinet de prestations SS2I, qui fait de l'intégration notamment, et qui va pouvoir effectivement nous expliquer un peu comment on orchestre ça d'un point de vue technologique. Alors, avant de parler de pratique, il n'est pas inutile de rappeler en quoi ça consiste exactement la conformité, parce que comme souvent dans des mots qu'on dit gros, on va englober plein de choses. Caroline, on peut refaire un petit brief de tout ce que ça embraye, ça? Oui, alors dans les grandes lignes, on peut dire que le juridique se charge de désigner les obligations, de déterminer les obligations du professionnel, et la conformité va garantir sa mise en application. C'est vraiment les grandes lignes, mais on va dire que c'est là-dessus. Et dans le secteur qui nous concerne, on peut identifier un certain nombre de thématiques fortes. La prévention des risques de non-conformité, la réglementation, etc., les sanctions, puis les risques d'image, la transparence des pratiques commerciales, de la relation client, on va avoir la protection de la clientèle, très globalement, le traitement des réclamations, le devoir de conseil, etc. Et puis la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, ce qui va déterminer typiquement ce que l'on va faire en conformité, c'est que la conformité est sensible au principe de réalité. Voilà, ce que tu disais en introduction, oui. Pas tout à fait ça. C'est que voilà, on est vraiment dans le réel, dans les process. Comment appliquer, comment faire en sorte d'être conforme malgré ou avec toutes ses spécificités, ses process spécifiques, son organisation spécifique. Et comment effectivement s'accommoder parfois de distorsions entre quelque chose de théorique qui est généré par les pouvoirs publics, le législateur, et de plus en plus par des transpositions de Bruxelles sur la partie pratique du terrain, comme on dit, avec des acteurs qui sont spécifiques en France, typiquement. Exactement. Alors, on a évoqué tous ces sujets. On pourrait même rajouter, pour ceux qui sont en commerce associé, la conformité par rapport aux engagements contractuels avec le franchiseur ou avec le licencié de marque. Mais c'est un sujet un peu particulier.
Par contre, on a volontairement, parce qu'il y a des personnes qui sont ici pour en parler bien mieux que nous, occulté la part prépondérante du digital. Alors, Frédéric, c'est quoi le digital est désormais un peu partout, les informaticiens, les intégrateurs, toutes ces professions qui sont nées et qui vont naître encore, parce qu'on n'a pas fini de devoir créer des nouvelles. Comment ça se passe? Comment ça s'orchestre des chantiers digitaux de conformité? Les chantiers digitaux de conformité, nous, d'un point de vue technologique, on va déjà les adresser par une cartographie un petit peu de l'existant, de l'intégralité en fait du patrimoine de données, des outils, de la gestion des personnels utilisateurs avec leur rôle, leurs responsabilités. Et puis là-dessus, on va s'aider. Alors après, derrière nous, on est une SS2I qui est spécialisée sur certaines technologies avec des partenariats forts sur Microsoft. Et notamment, Microsoft met à disposition en fait une checklist qui permet, nous, d'identifier avec le client quelles sont les règles de conformité auxquelles il est assujetti et auxquelles il va devoir répondre. Et nous, cette checklist va nous permettre aussi d'identifier sur tous les vecteurs technologiques comment on va pouvoir se mettre en conformité d'un point de vue IT. Donc la checklist va nous servir de support et on va pouvoir après derrière regarder sur toute la partie outillage IT, interaction avec les utilisateurs, interaction des applications entre elles, parce que les applications aussi parlent et s'échangent des données. Et donc on va s'assurer que les systèmes qu'on va mettre en place, ou les systèmes qui sont mis en place, parce qu'on va auditer, mais on va aussi concevoir des systèmes, vont permettre de garantir en fait cette conformité. Et ça va passer par tout ce qui est garantir toute la partie traçabilité des accès, des actions effectuées par les utilisateurs, savoir que on a une stratégie de gestion des droits qui est assez fine et qui est granulaire en fonction de la responsabilité de chacun, de pouvoir regarder comment est déclaré, comment est mise en application toute la partie politique de confidentialité et la mise en application des normes, et puis de regarder après derrière où est-ce que la donnée elle réside, comment elle transite, comment elle est chiffrée après derrière pour être sécurisée, et comment on va collecter en fait toutes ces informations de sécurité, comment on va les centraliser, comment on va pouvoir détecter des anomalies, mettre en place de l'alerting, et après derrière monitorer, suivre ces incidents et potentiellement automatiser des actions, soit des actions de déclaration, soit des actions de remédiation. Alors je vais revenir vers Inès rapidement après pour compléter cette partie-là. Donc, je reviens simplement sur une question, enfin sur des propos que tu as évoqués. La question, c'est quand on dit chiffrer, on crypte en fait pour que ça soit sécurisé en interne. Après, le problème qu'on a souvent dans notre métier, c'est un problème de turnover des équipes et derrière, comment je sécurise ça? On a un exemple très concret avec par exemple les mots de passe où on nous demande de les changer régulièrement. Ça voudrait dire qu'à chaque changement d'interlocuteur ou à chaque départ, il faudrait remodifier des mots de passe, par exemple, ou des droits d'accès, etc. C'est là où après, derrière, quand on va concevoir le système, l'objectif, c'est vraiment de centraliser toutes ces informations-là. Et en règle générale, on va s'appuyer sur deux outils. Un premier outil, ça va être le SIEM. C'est ce qui va nous permettre, c'est un système d'information. Oui, donne-nous le décryptage. Un petit peu de décryptage de tous ces acronymes. Donc le SIEM, c'est un système qui va nous permettre de gérer les informations de sécurité et tous les événements qui sont liés autour. Donc tous les logs d'infrastructure en fait, tous les accès, qui accède à quoi, comment, par quelle application, à quelle information, ça va être logué et collecté dans ce système-là, sur lequel on va pouvoir avoir des algorithmes de détection de fraude ou autre, ou de comportements un petit peu suspicieux et déclencher des actions. Donc ça, le SIEM va se focaliser sur toute la partie gestion des logs d'infrastructures techniques pures. Et généralement, on va y adosser à ce système-là un second système qui est plutôt lié à la data gouvernance, qui va nous permettre de cartographier en fait le patrimoine de données, pouvoir le classifier, le labelliser, le documenter. Donc il y a plein d'intérêts à faire ça, notamment sur toute la partie gestion des accès, et on va pouvoir déterminer des politiques et des stratégies de mise en place d'accès à l'information. Et on va gérer non pas des accès, on va dire, les stratégies d'accès vont plutôt être gérées par des groupes utilisateurs plutôt que par des utilisateurs en eux-mêmes. Donc tout ce qui est accès nominatif en fait doit être en fait restreint, et on doit passer par des stratégies d'accès d'utilisateurs par des groupes
Et après, derrière, c'est juste l'accessibilité. Oui, c'est ça, on vient une arborescence. Une arborescence après derrière des groupes et de stratégies, de mise en application de ces stratégies-là. Et on va venir faire correspondre après derrière à ces stratégies les politiques de monitoring et de suivi après derrière de ces incidents ou de hacks. Et s'assurer que telle personne a bien ses rotations de mots de passe qui est fait régulièrement, que quand elle part, ses accès sont coupés, et que quand on coupe ses accès, ça va couper toute la grappe et toute la chaîne de ces accès, aussi bien technologiques, de l'accès à l'information et de l'accessibilité à des données, des fichiers. On va en parler un peu après sur notamment ces sujets d'incidents ou de comportements à avoir. Inès, Neoledge, peut-être on peut aussi prévenir, parce qu'on va rentrer, donc vous avez vu, il y a plein d'acronymes, et GEC, GED, gestion électronique des données, gestion électronique des documents, et des contrats. ECM, le terme plus large. Voilà, désolé de ne pas être aussi pointu que vous. Alors, quelques mots sur Neoledge, et puis, justement, on va poursuivre ce que nous disait Frédéric, parce que beaucoup de nos interlocuteurs ne sont pas forcément hyper protégés et hyper organisés à ce niveau-là, ils délocalisent souvent, mais parfois ils ont déjà engagé des travaux, et donc on va voir comment ça se passe quand le chantier est déjà un peu existant ou engagé. Donc, Neoledge, d'abord un petit peu, Inès. Alors, Neoledge est un éditeur français de solutions de GED, gestion électronique de documents, d'ECM, et on se présente comme étant un partenaire de la transformation digitale auprès de nos partenaires dans différents secteurs publics et privés. On propose la solution ELISE, et je vais vous en parler un peu plus en détail d'une manière générale dans ce contexte-là. Donc, pour répondre à votre question, comment on va accompagner les utilisateurs? Ils sont déjà outillés assez souvent, ils ont déjà leur capital informatique, logiciel, ils ont des briques logicielles, que ce soit de la GED, des CRM, plusieurs par moment, qui sont là. Comment capitaliser tout ça? Il faudrait commencer d'abord par auditer l'existant, cartographier cet existant pour savoir ce qui est obsolète, ce qui est legacy, ce qui est à améliorer. Est-ce que ça répond aux exigences et aux attentes actuelles? Est-ce que ça nous permet d'être conforme à la réglementation? Est-ce qu'on peut avoir une vision 360 degrés de tout ce qu'on a au niveau de l'entreprise? Est-ce qu'on arrive à avoir la complétude? Est-ce qu'on arrive à évoluer les règles, nos règles de gestion, à faire évoluer nos règles d'usage? Donc la question qui se pose, c'est de faire de la veille dans un premier temps et de se faire accompagner par un partenaire de transformation, des intégrateurs et autres, pour réussir cette transformation ou ce passage. Maintenant, la question qui se pose, par exemple, Neoledge dans notre domaine d'expertise, donc on s'assure d'offrir aux acteurs du domaine, de la place, la possibilité de capturer l'ensemble de leurs documents dans ce contexte-là, d'avoir des informations complètes, d'avoir une vision 360 degrés que j'appellerais, d'assurer la traçabilité de tout ce qui se fait au niveau du système, d'assurer les échanges nécessaires, de s'interfacer avec l'ensemble du système qui existe et de s'assurer que ça évolue au rythme de l'entreprise. Donc l'intérêt, c'est de voir la conformité comme un levier de transformation, de s'assurer que ça nous permet de transformer notre business d'une manière positive. Comment on le fait? Il faudrait avoir les bons partenaires et les bons transformateurs en quelque sorte. Alors, on va mettre le côté mercantile peut-être de l'incitation à s'entourer de prestataires de côté, mais en tout état de cause, moi je comprends aussi que c'est de plus en plus pointu, c'est de plus en plus compliqué, les règles sont de plus en plus dures là-dessus, et les sanctions aussi d'ailleurs, ce qui veut dire que cette prestation qui est externalisée, elle est quasiment indispensable si on veut être sûr de se protéger. Mais je rebondis sur la notion de veille, parce que je sais que tu y es très attentive à ça, c'est que tout bouge, mais les brigands de l'informatique aussi bougent, et puis les autorités bougent, comme on l'a dit, avec le foisonnement des réglementations. Donc ce partenaire, c'est à la fois un sécurisant, une épaule, un étayage pour pouvoir bien mener ça, et en même temps quelqu'un qui peut aider à avoir cette veille.
Exactement, je confirme. Alors, ce qu'il faut comprendre, que notre client, en quelque sorte, les acteurs du secteur, restent les experts de domaine. Et on est là pour les outiller et les accompagner. Ça correspond à quoi? Donc, la réglementation évolue en continu. L'idée de notre côté, c'est que les outils qu'on présente évoluent également. C'est-à-dire et que l'acteur, le client, doit rester dans ce contexte-là autonome pour faire évoluer ces outils par lui-même au besoin. Donc oui, il se fait accompagner, mais il faudrait aussi qu'il soit conscient du capital qu'il a déjà, parce qu'il y a des choses probablement intéressantes. Il y a des fois où il faudrait commencer from scratch, mais il y a des fois aussi où il faut s'assurer de bien exploiter et mieux, en quelque sorte, gouverner ce qu'ils ont actuellement, quoi. Donc l'idée de se dire comment les accompagner en conseil ou comment les accompagner en proposant les outils nécessaires pour faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut, ça veut dire quoi? C'est tous les processus que Caroline a cités tout à l'heure. Pour nous, ça se traduit par des règles de gestion qu'il faudrait savoir écouter, faire évoluer, mettre en œuvre et que le client soit derrière autonome et que ces règles soient flexibles, ces processus sont modélisables au rythme du client et au rythme des attentes du marché. Oui, évolutif et du coup souple, dans sa façon d'aborder. Parce que on a un marché qui bouge beaucoup, il y a des opérations de croissance externe, il y a des disparitions, exactement, il y a des rapprochements. Donc il faut après non seulement faire parler les outils entre eux, mais parfois il faut faire parler des systèmes entre eux. Et c'est pas toujours évident quand on veut avoir une policy gouvernance qui soit totale au niveau du groupe. Ouais. Clairement. Et donc, par rapport aux outils, il faut comprendre aussi que c'est une question de people et de connexion des gens également. Donc, il faudrait savoir travailler ensemble, en synergie, pour accompagner et conduire ce changement, en quelque sorte, si le changement ait lieu. Donc, c'est très important de collaborer ensemble, tout l'écosystème qui travaille, pour pouvoir faire de la conformité un levier de réussite et de la floraison du business, en quelque sorte. Bah oui, c'est un peu le sujet du thème de la table. Alors, il y a les sujets, on a vu, et on va y revenir sur cette partie réglementaire avec chacun d'entre vous, mais en tout état de cause, il y a les autorités. Parce que la peur du gendarme, je le disais tout à l'heure, les sanctions sont de plus en plus lourdes en ce qui concerne ça. Caroline, sur ton vécu, comment ça se comporte dans des réseaux ou dans des gros cabinets, éventuellement multisites ou des très gros cabinets, entre cette notion d'imposer ou d'amener le chantier conformité en puissance et puis les réalités du terrain, comme on l'évoquait sur la pratique, et le ressenti des commerciaux, parce que c'est ça aussi qui t'intéresse. Oui, mais oui. Effectivement, pour les différents acteurs, le comportement n'est pas le même, la sensibilité n'est pas la même. Le défi, c'est pas vraiment... De mon point de vue, le défi, c'est pas vraiment le fait de toutes ces réglementations, c'est pas vraiment exotique. Ça a un sens, ça fait suite à des scandales, à des études qui ont montré un certain nombre de dérives ou à des risques, comme le risque cyber que vous devez bien connaître tous les deux. Et donc, le vrai défi, ça va être d'adapter les process à l'organisation, à la taille du professionnel, de l'entreprise, au risque qu'il porte. Voilà, ça va être ça la difficulté. Et très souvent, les comportements de rejet de la part des commerciaux ou de la gestion sont liés à l'écart qu'il peut y avoir entre la procédure qui a été choisie, qui a été mise en place, et puis la réalité du terrain. Voilà. C'est très lié à ça. Alors, en général, quand on est sur des conduites de changement, puisque ça reste un changement généralement dans la pratique, et je me tourne vers Frédéric et Inès, mais comment ça se passe pour conduire ces changements? On le fait en partant du haut et on fait redescendre, on le fait en partant du bas et on fait remonter pour pouvoir essayer de sensibiliser d'abord la base pour qu'ils épousent ce projet. Vos expériences là-dessus, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que l'intermédiation bancaire qui est dans ce sujet-là. Vos expériences sur ces pratiques, ces bonnes pratiques. Alors, si je me permets, donc, il y a plusieurs types de clients.
et il faudrait s'adapter à leur contexte également. Donc, pour répondre à votre question, plusieurs cas de figure. Et nous, quand je dis les acteurs du marché en général, nous avons, et en particulier je parle de Neoledge, nous avons l'expertise nécessaire pour accompagner les strates, que ce soit stratégiques, tactiques, opérationnelles, dans la conduite au changement. C'est-à-dire quand on met un processus ou un projet de transformation digitale au sens large, et en particulier je parle de ECM, c'est très important d'accompagner le client dans le cadrage dès le départ, parce qu'il est le maître d'œuvre, et donc pour comprendre en quelque sorte quel est son vrai besoin, et quel est le besoin du marché, et de lui proposer une solution dans ce sens-là. Et d'avoir un sponsor dès le départ, d'avoir des chefs de projet, d'avoir des spécialistes de métier, et d'accompagner, de travailler en collaboration ensemble pour mettre en œuvre ce que nous attendons et ce que nous souhaitons faire. Alors, les sponsors, ok, j'entends. Généralement, on utilise des personnes, des utilisateurs qui ont une autorité ou un aura dans l'équipe, par ses résultats, par son charisme, par tout un tas de choses. Mais concrètement, j'ai pas forcément tout ce staff à ma disposition, etc. Donc, quand je suis sur une petite structure, est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'intègre de vos expériences, une fois encore, les uns les autres, mais est-ce qu'il faut que j'intègre les utilisateurs finaux assez rapidement dans le projet pour qu'en fait, ils épousent et qu'ils testent, ne serait-ce que là, parce qu'on parlait d'évolutivité, de souplesse, là-dedans, bien évidemment, je pense que je vais aussi grandir et je vais aussi faire grandir mes process. Tout à fait. Alors, il faudrait penser agilité et flexibilité de toute façon, et que l'équipe du côté client soit réduite ou large. Nous, de notre côté, on a les équipes nécessaires pour accompagner dans le consulting dans un premier temps et dans le conseil. Et le produit standard de base inclut déjà des règles métiers, des règles de gestion destinées pour ce genre de métier. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans ce contexte-là ? On peut être face à une structure petite qui n'a pas tous les rôles dont j'ai parlé. Ce n'est pas un problème en soi. On va l'accompagner. Les équipes de notre côté, on va mettre les ressources nécessaires pour le guider et l'orienter et répondre à ses propres besoins. Maintenant, on peut démarrer également sur un premier périmètre pilote où on se dit, on va tester avec ce cadre-là, ce périmètre-là, on fera évoluer les usages au fur et à mesure. Ça peut se faire de notre côté, avec nous, ou uniquement du côté du client. Donc l'idée, encore une fois, il faudra s'adapter à la structure du client et il faudra lui offrir toutes les garanties nécessaires et l'expertise nécessaire pour l'accompagner dans cette transformation. Et ça doit, étant donné qu'on est dans un contexte où la réglementation bouge en continu, il faudrait s'assurer que ce qu'on a mis en œuvre au départ, les règles de gestion, les processus, ce qu'on a modélisé, les systèmes avec lesquels on s'est interfacé, les canaux par lesquels on a capturé les informations, ne deviennent pas obsolètes, évolue avec l'usage. Donc, pour répondre à votre question, il y a plusieurs cas de figure. Alors, je reviens vers Caroline avant de passer la parole à Frédéric, mais c'est bien ce qu'on dit là, mais encore faut-il que les règles soient écrites. Oui. Donc, est-ce que la base de la base, c'est pas effectivement se poser la question, est-ce que j'ai des règles écrites ? Est-ce que j'ai ce qu'on appelle une Bible, généralement dans les métiers financiers, c'est-à-dire un recueil de procédures identifiées au début. Est-ce qu'il est actualisé ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il est actualisé ? Et comment il est dispensé ou mis à disposition ? Comment tu le vois, toi, dans tes... Non, il est très incarné. Tous les process métiers, tout ce qui fait la valeur ajoutée du professionnel, c'est incarné très souvent. Et là, je parle des plus petites structures, de taille humaine, voilà, PME, on va avoir besoin de poser ça. Et ça, c'est du temps incompressible, qui est laborieux, parce que pour le coup, on n'a pas vraiment l'impression que ça pose de la valeur ajoutée. En revanche, c'est à partir de ça qu'on va pouvoir identifier les risques, identifier les différents fournisseurs, parce que je t'écoutais, Inès, il y a le système d'information du client, et puis il y a aussi tout ce qu'il a externalisé sur un logiciel qu'il ne maîtrise pas, dont il ne connaît pas du tout les politiques RGPD. Enfin, tout ça, il faut se le réapproprier. Et c'est là où on a des professionnels qui peuvent aider
sur la facilitation, sur la compréhension et le décryptage de ce qui peut être dit aussi par ses fournisseurs. Donc, toute cette Bible, comme tu le disais, c'est vraiment les fondations, les process, avec les acteurs, avec les risques, avec les différentes activités, les différents livrables, les différentes données. Voilà. Et puis la cartographie des risques, que je considère comme un élément essentiel, parce que ça permet de prioriser dans ce vaste domaine. Parce que là, on parle beaucoup de la donnée, de la data. Ça va très très loin, c'est très très large l'éventail, le périmètre de la conformité. Donc il faut aussi être économe sur l'énergie disponible, efficace, du client, productif du client qui va devoir quand même s'impliquer très fortement dans ces questions, dans la stratégie data ou dans la stratégie, les différentes stratégies de conformité. Il va falloir qu'il s'implique. Donc il faut être économe sur sa capacité, son capital disponible. Efficace, c'est ça. Alors, Frédéric, dans tes expériences aussi, je fais beaucoup appel à vos expériences parce que je pense que c'est ce qui parle le plus aux auditeurs qui vivent essentiellement au quotidien leur métier. Est-ce qu'il y a des moments où tu as vécu des intégrations avec des préconisations et ça bloque dans tous les... Non. Comment ça se passe Nous, en termes d'intégrateurs, on arrive à des solutions technologiques. Pour autant, les outils ne viennent pas se substituer au process. Donc il faut vraiment un sponsorship fort après derrière de la part de nos clients pour pouvoir avoir cet investissement qui bien souvent est négligé parce que on se dit bah ouais mais ça on a l'habitude de le faire, mais les process sont pas écrits, les process ne sont pas documentés et pour autant ils n'ont pas conscience la majeure partie du temps qu'il y a un risque derrière ces événements-là. Si la personne tombe malade, si elle décède, si elle est remplacée, si elle part du jour au lendemain, quelque chose qui est maîtrisé par quelqu'un qui n'est pas documenté, malheureusement, quelque part, ça crée un risque. Et peu importe la donnée en fait qu'on va manipuler dessus et son critère de sensibilité. Et donc, nous, on est toujours dépendant en fait de nos clients sur la volonté et le sponsorship fort après derrière de cette mise en application. Les outils ne sont pas magiques. On va avoir des outils qui vont accélérer, qui vont nous permettre de mettre en place des solutions rapidement pour tout ce qui est collecte d'informations, s'assurer après derrière qu'on peut avoir des évaluations sur des modèles réglementaires qui sont préexistants. Certains éditeurs le fournissent. C'est le cas de Microsoft sur toute la partie data gouvernance où on a déjà des modèles réglementaires qui nous permettent de faire un assessment, donc une évaluation, de gérer ces évaluations, de les faire tourner régulièrement pour s'assurer qu'on est en conformité sur l'ISO 27001, sur du SOC 1, du SOC 2, du SWIFT, du BAL 3, etc. Néanmoins, toute la partie automatisation des processus, nous, on peut pas se substituer après derrière au métier. Et toute cette connaissance-là, il faut qu'elle soit déposée sur papier, documentée, et il faut qu'elle vive au fur et à mesure. J'écoutais Inès tout à l'heure et Caroline. Il faut qu'on soit toujours dans de l'amélioration continue. Les règles, elles bougent, les interlocuteurs changent, les experts changent aussi. Il faut toujours qu'il y ait voir la jurisprudence, c'est-à-dire que l'interprétation parfois de textes peut aussi, avec certaines sanctions qui mettent en avant des décisions, etc. Alors, j'apprécie beaucoup ça et ça me permet de rebondir sur la question du reporting de tout ça. Parce que mettre en place des choses, c'est bien. Alors, c'est plus facile quand on crée, parce que on est dans un contexte neuf, mais quand c'est ancien, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est surtout ce reporting. C'est-à-dire, c'est pas se faire plaisir simplement en mettant un audit, des procédures, etc. Faut que derrière, ça soit exploité. Ces reportings, ils sont là. Mais c'est pareil. Si c'est du reporting pour du reporting avec un tableau mensuel, oui, je veux bien. L'intérêt, c'est de pouvoir remédier à ça. Comment vous vivez cette notion de reporting ? C'est vécu comme du flicage en général ? C'est vécu comme quelque chose qui est contraignant ? Ou au contraire, c'est quelque chose qui... Alors, de notre point de vue, il va être positif puisqu'il va permettre d'avoir des axes d'amélioration. Mais est-ce qu'il est vraiment vécu comme ça dans votre réalité ? Je dirais que ça dépend après derrière de la prise de conscience et de l'adoption du coup et l'accompagnement au changement après derrière que des sociétés de conseil après derrière vont épauler nos clients après derrière sur cette adoption au changement. Il faut bien, enfin,
mettre en place, tu le disais tout à l'heure, mettre en place du reporting, mettre en place de l'alerting, avoir des alertes qui arrivent continuellement. Au bout d'un moment, les utilisateurs peuvent être noyés dans l'information et ne font plus attention en fait aux informations qui leur sont distillées par le reporting ou par de l'alerting. Donc ce qu'il faut bien mettre en œuvre, c'est les actions et donc les process métiers. Qui est responsable de quoi? Tout à l'heure, je parlais de data gouvernance et de persona utilisateur. C'est de bien identifier quels sont les personas utilisateurs, quels sont les rôles et responsabilités de chacun, et de déterminer quels outils vont pouvoir être utilisés pour quelles actions. C'est d'ailleurs ce que réclament la plupart du temps les autorités de supervision quand elles font leur contrôle sur site ou là-dessus. Elles demandent l'identification d'un organigramme de gestion du risque derrière par rapport à ça. Alors, j'enfonce lourdement le clou, je suis redondant express, c'est que on a beaucoup de structures qui sont de petite taille. Et donc, on va avoir un chef d'entreprise qui va être directeur commercial, directeur juridique, directeur conformité, DPO, etc. J'en passe et des meilleurs, responsable LCBFT correspondant, etc. Donc, ces casquettes nombreuses qui sont empilées sur la personne, justement, je viens vers vous. Est-ce qu'elle s'externalise effectivement? Peut-être. Ça n'empêche pas la responsabilité du chef d'entreprise, mais est-ce qu'elle s'externalise potentiellement pour les aider à se mettre en conformité? Oui. Alors, de mon côté, je pense quand même que c'est très important d'avoir ce volet reporting et de le contextualiser, le personnaliser selon le profil dans l'entreprise. C'est très important d'avoir des tableaux de bord spécifiques, personnalisables par persona. Donc, j'ai des tableaux de bord par métier, par exemple, et les KPI, les indicateurs que je fais remonter, doivent être représentatifs par secteur de métier, par rôle, et avoir différents niveaux de granularité. Quand je parle niveau de granularité, c'est le détail. Pour reporter un peu certains contextes de nos clients ou de nos expériences, j'ai eu des situations où une des responsables m'a clairement dit que c'est anxiogène pour son équipe de voir certains indicateurs. Et c'est compréhensible. D'autres voient l'intérêt d'avoir tout type de KPI. Donc, encore une fois, il faudrait s'aligner à la stratégie du client et s'approprier le contexte du client. Mais c'est très important de proposer ces KPI et d'avoir des outils qui font remonter les informations attendues, mais que ce soit personnalisable, contextualisable par rapport à la situation et la problématique du client. Alors, vas-y. J'irais presque un poil plus loin. J'ai envie de dire que le tableau de bord de conformité, en tant que tel, c'est pas forcément le tableau de bord du dirigeant. On devrait retranscrire tous les risques ou toutes les alertes ou toutes les crises qui ont été gérées dans un tableau de bord unique de pilotage de l'activité. Mais on ne devrait pas forcément tout de suite parler de conformité. Il y a peut-être un feu rouge quelque part et là, on va aller regarder ce qui se passe. Pour moi, ça c'est très important dans des structures à taille humaine, sinon on perd la personne, c'est sûr. Mais on parle de professionnalisation quand on parle de conformité. Donc on a vraiment besoin d'avoir cette vigilance de cette personne-là sur la notion de professionnalisation. Mais ça va se traduire par plein de choses, par l'image, par la réputation, par le chiffre d'affaires, évidemment. Et c'est là qu'on sera en capacité de tirer le fil de ce truc-là. Parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, même si c'est anxiogène, c'est quotidien pour toutes ces personnes-là. Et en particulier pour les dirigeants. Les dirigeants connaissent très très bien les crises que traversent les entreprises, puisque la plupart du temps, ils ont à les gérer. Et puis, ils connaissent tous les risques. Ils les sentent, ils les pressentent. Et les avoir retranscrits, réinterprétés sur un tableau de bord, sur un reporting, pour moi, effectivement, c'est essentiel. Oui, mais quand je parlais tout à l'heure, et c'est souvent le sujet, de la confrontation entre la salle et la cuisine derrière, combien de fois j'ai pu vivre ce genre de réflexion d'un manager qui se retrouve avec un super commercial, mais qui est pas dans les clous au niveau de la conformité. Et là, pour le coup, la réponse c'est je vais pas me priver d'un business, etc., au prix de quelque chose. Donc, j'imagine que ça aussi, c'est des sujets que vous avez rencontrés ou que vous êtes susceptibles. Alors peut-être un peu moins Frédéric parce que il est sur la strate technique. On est plus sur la strate technique. Mais je pense que c'est une question de personnalité.
Ouais, c'est plus une question de personnalité et puis c'est une question d'acculturation et puis d'accompagnement au changement. Il faut réussir à lui montrer l'intérêt après derrière de se mettre en conformité et les risques qu'il a de ne pas le faire. On a plein de déviances aussi sur toute la partie utilisation de l'IA et notre rôle après derrière. On va en parler juste après. C'est aussi d'acculturer un petit peu tous nos clients sur le risque qu'ils ont à utiliser des chats GPT publics, à y envoyer des documents, des documentations et des informations qui sont confidentielles de telle façon parce qu'ils comprennent pas en fait la technologie, comment elle est implémentée derrière. Et s'ils sont pas sensibilisés en fait sur le fait que potentiellement ils facilitent de la fuite de données et que ça a des problèmes et des répercussions sur la partie réputation de l'entreprise et que ça va avoir des biais et après derrière des implications sur toute la partie business, chiffre d'affaires et autres, lui il va continuer s'il n'a pas en fait cette alerte-là. Et il faut acculturer tous les utilisateurs et les sensibiliser sur les risques de fuite, les risques de ransomware, leur expliquer ce qu'il y a derrière la technique et ce qu'il y a derrière tous ces termes-là en fait. Alors justement, je vais revenir sur cette profusion et on est au carrefour, en plus intermédiaire en opération de banque, on est sur tous les codes, on est au carrefour des informations, pour peu qu'on touche un peu l'assurance, etc. On est au carrefour sur toutes les règles de conformité, la RGPD, les informations personnelles, les informations réglementaires. Alors juste, on l'avait déjà un peu effleuré tout à l'heure, la notion de veille. Caroline, toi, c'est quoi tes préconisations quand tu es en mission sur un cabinet en ce qui concerne la veille? C'est la personne qui doit le faire elle-même, c'est le partenaire prestataire extérieur, c'est peut-être un b.a.-ba à un moment sur cette notion de veille. Comment est-ce qu'on doit s'abonner sur des alertes avec je sais pas, la CPR ou le c'est impossible. Si, ça me prend 2 heures par jour, mais c'est... Voilà, il y a vraiment des conseils juridiques qui sont spécialisés dans ce domaine. Il y a des associations professionnelles qui sont très légitimes pour renseigner les professionnels. Non, il faut être accompagné. Il y a une telle diversité. Et je le répète, très très souvent, moi, ce que j'entends, c'est: est-ce que je suis vraiment obligée? Est-ce que je suis vraiment concernée par telle obligation? Et il a raison de se poser la question, parce que très souvent, c'est pas le cas. Par rapport à sa taille, par rapport aux produits qu'il va distribuer, c'est vraiment pas toujours le cas. Et la profondeur des contrôles et de la vigilance n'est pas toujours la même non plus. Donc c'est vraiment important de se faire accompagner. Voilà, toutes les associations, tous les syndicats, sont là pour aider les professionnels à se mettre en place. Et c'est vraiment la première démarche à réaliser. C'est vraiment de déterminer le niveau de besoin réel. Son activité. Moi, je montre toujours l'importance, l'intérêt d'un document qui est tout bête, qui s'appelle la note de présentation d'activité, qui est là vraiment juste pour expliquer très brièvement l'organisation, les partenaires et les produits distribués. Donc voilà, là on pose les choses et on commence déjà à identifier certaines pistes et certaines limites dans la mise en place du dispositif. Donc oui, faire appel à ces Oui, parce que même si je parle au nom de la Fédération du courtage en crédit, je rappelle que nos amis des associations professionnelles, effectivement, mettent à disposition un certain nombre d'outils ou sont tout à fait consultables. Ça fait partie de leur mission dans tous les cas. On parlait de différentes choses. Alors, je parlais de la notion d'évolution. On revient sur ce sujet. C'est pas qu'on boucle, c'est qu'en fait, ça a du sens. Ça donne du sens à ça parce que, effectivement, il va y avoir de la montée en puissance progressive et notamment cette interférence qu'il y a entre les réglementations. Je ne parle même pas des multi-activités que les uns les autres pourraient avoir, où on va en plus ajouter, additionner, agréger, comme vous voudrez, les contraintes réglementaires et législatives. Mais si je prends l'exemple de la gestion des documents, Inès, je vais prendre dessus, j'ai pris des notes forcément, mais parce que je connais pas tout par cœur, mais je m'intéresse. Récemment, on a quand même Dora qui est monté très en puissance sur la gestion. Alors, je
parle même plus du RGPD, parce que ça, c'est censé être vu, même si c'est parfois un peu nébuleux. Mais DORA, on a l'IA Act, dont on va peut-être un peu rappeler ce que ça concerne comme portant. Et puis, derrière, comment je fais pour tenir compte de tout ça? Parce que, comme le disait Caroline, il y a des moments où je suis peut-être pas forcément concerné, ou j'ai mon niveau d'implication qui peut être limité, parce qu'à un moment ou un autre, ça m'échappe. Ouais. Je confirme. Alors, ce qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est de se dire, en tant qu'éditeur dans notre contexte, comment on peut aider le courtier dans ce contexte-là ou les associations. Concrètement, ça revient à quoi? C'est d'avoir des processus qui sont assez représentatifs du métier. On ne sait pas tout documenter, tout le monde n'a pas les moyens pour le faire, mais on sait que de toute façon, ils ont l'expertise qui est déjà documenté ou pas. Il faudrait offrir tous les éléments nécessaires, les artefacts nécessaires et dans mon cas, les documents nécessaires. Ça veut dire s'il y a des réglementations dans plusieurs langues, s'il y a des textes, je dois être en capacité de les consulter, de les intégrer, de les prompter, requêter au besoin. Donc je dois avoir l'ensemble de mon dossier avec tous les documents, m'assurer de la complétude du dossier en question avec tous les documents. Je sais reconnaître les typologies de documents que j'ai reçus à partir des différents canaux en question. Je sais appliquer des processus et appliquer des règles de gestion sur ces processus-là. Je sais faire collaborer différentes parties prenantes. Je sais faire valider mon processus au besoin par des internes, par des gens qui ont inscrit dans l'organigramme, en échangeant au besoin avec des externes et des professionnels du métier. Je sais faire évoluer ce processus-là et surtout dans notre contexte, s'assurer de la traçabilité de tout ce qui est fait, qui fait quoi, à quel moment. Et d'assurer des droits et des habilitations selon le contexte, cohérente avec le processus, cohérent avec le texte réglementaire et cohérent avec les règles qu'on s'est fixées. Derrière ça, c'est ce qu'on réclame assez souvent, c'est d'avoir, par exemple, je parle de ELIS qui est en mode cloud, donc il faudrait que ce soit un cloud souverain éventuellement dans certains contextes. Donc il y a plein de petits éléments qui font que sécurité, traçabilité, complétude de dossier, cloud souverain et plein d'autres petits éléments composés ensemble nous permettent d'orchestrer notre activité conformément aux attentes de la réglementation. Donc des points de rencontre aussi bien en interne que sur les prestats qu'on aurait éventuellement demandé d'accompagner, etc. Alors, je pense qu'on a fait, on pourrait en discuter des heures et des heures même, mais en l'occurrence, on a fait un petit peu le tour des besoins théoriques qu'il faut vraiment positionner. Par contre, on a un sujet, c'est qu'on est intermédiaire. Ça veut dire que derrière, j'ai moi des clients ou des apporteurs d'affaires, et surtout, j'ai mes chers amis banquiers qui sont les financeurs derrière. Frédéric, comment je fais cohabiter, comment je fais communiquer? On voit bien la difficulté, la peur aussi, et c'est aussi, il faut leur rendre hommage, c'est qu'ils sont très réglementés, très surveillés, et les sanctions, là, pour le coup, sont très, très fortes de la part des grosses entreprises, notamment de sociétés de financement, sur tout ce qui est la porosité des portails digitaux, etc., dans la communication. Comment est-ce qu'on fait? On part sur des mêmes outils, on crée des interfaces, c'est des web services obligatoires, on peut travailler avec les API, mais avec une sécurisation. On a besoin de les rassurer, ces banquiers. Alors, on a besoin de les rassurer, et nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille majoritairement avec Microsoft, et on est spécialisé sur toute la partie Microsoft Azure, donc l'offre cloud publique de Microsoft. Et il va falloir qu'on accompagne en fait nos clients justement sur la possibilité de sécuriser ces infrastructures-là, de garantir après derrière qu'il n'y a pas de porosité, que même si on utilise par exemple du cloud public, s'il n'est pas tagué comme souverain, même s'il y a des offres souveraines sur la partie cloud Microsoft, on va pouvoir privatiser en fait des services et des ressources cloud chez Microsoft sans avoir d'exposition avec des endpoints publics. Après derrière, de voir comment on va pouvoir sécuriser les échanges via des API, etc. Et ça, c'est une discussion qu'on a tout au long entre nos clients, nous intégrateurs, et on fait aussi entrer dans la boucle les éditeurs qui eux vont être garants après derrière de toute cette partie juridique. Et c'est là où nous on se retrouve un petit peu au carrefour de
tout ce petit monde, les éditeurs, le client, les contraintes réglementaires. Nous, on n'est que de l'outillage quelque part et de l'automatisation de process pour aller plus loin et de voir comment on va pouvoir mettre en conformité tous ces aspects-là. Et voilà, on est un petit peu le liant pour la communication entre la partie éditeur et nos très chers clients. Alors, je vais vulgariser parce que j'essaye de jouer le profane de temps en temps, mais on a bien vu, par exemple, sur les smartphones, on a uniformisé l'USB 3 au niveau de tous les chargeurs. Même Apple a dû céder pour pouvoir se mettre par rapport à ça. Est-ce qu'on a la même tendance dans les éditeurs de logiciels? Est-ce qu'on a quelque chose qui vise à avoir quand même des compatibilités? Je me souviens, alors c'est le vieux qui parle, mais je me souviens de ces idées où on était incapable de faire fonctionner et communiquer un matériel Apple avec un matériel Microsoft ou autre. Et aujourd'hui, on a des interfaces qui sont totalement perméables. Donc, est-ce que c'est effectivement le cas? Aujourd'hui, on prend pas de risque en choisissant telle ou telle organisation? Alors, telle ou telle organisation, en tout cas, il va falloir avoir des critères ou des matrices de décision qui vont nous permettre après derrière de juger quels outils on va pouvoir prendre et quels outils sont en capacité justement de faciliter en fait ces intégrations-là. Est-ce que si on prend un CIEM tel que Azure Sentinel, donc je le répète, c'est toute la partie système de gestion des informations et des événements liés à la sécurité, est-ce que l'éditeur, puisque Microsoft fournit une suite qui s'appelle Microsoft Sentinel pour gérer un petit peu tous ces éléments-là. Est-ce que l'éditeur a tous les connecteurs nécessaires et suffisants pour pouvoir s'interconnecter avec des infrastructures multi-cloud, On peut très bien avoir collecté de l'information issue d'AWS, GCP, Azure, mais aussi des infrastructures. Les hyperscalers et les gros américains qui permettent de mettre en place des infrastructures cloud. Donc, on peut très bien avoir des infrastructures multi-cloud et donc avoir des clients qui ont des données qui sont un peu partout sur Azure, un autre qui sont sur AWS, donc Amazon, un autre sur GCP, et puis d'autres pans qui sont un peu plus blindés et qui sont sur des infrastructures on-prem ou des clouds souverains, etc. Et nous, ce qu'il faut qu'on garantisse, c'est que tout ce petit monde-là puisse communiquer de façon sécurisée et respecte toute la partie contrainte de conformité après derrière et contraintes réglementaires. Alors, je vais juste parce que je vois que l'heure tourne aussi, je vais juste faire attention, sans parler de prix, etc., d'un produit particulier. Moi, j'entends qu'il faut mettre en place ça, mettre en place ci, etc. C'est un budget. Je me mets en conformité, j'ai envie d'aller là-dessus. Je parle même pas des prestations du prestataire externe, parce que là, ça vous appartient les uns les autres. Mais j'ai un coût. On a déjà identifié, il y a un cahier des charges minimum à respecter avec un budget minimum qu'il faut envisager par rapport à ça, Inès. Alors, clairement, par rapport à ce contexte, encore une fois, c'est du cas par cas et il faudrait, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la solution ELISE, on peut commencer par un périmètre en particulier et étendre l'usage. Dans notre contexte, on peut commencer par une trentaine d'utilisateurs jusqu'à 20 000 utilisateurs dans certains ministères, par exemple. L'idée est de se dire avec quoi je commence. J'audite, je regarde mon existant, je vois mes pain points en quelque sorte, qu'est-ce qu'il faut améliorer, comment je peux mieux exploiter ce que j'ai déjà, et ça a un coût, mais aussi l'inconfort au quotidien a un coût. Le fait de ne pas respecter la réglementation a un coût également. Donc il y a un retour sur investissement de toute façon, le fait de s'engager vers des solutions partenaires et d'avoir des consultants de transformation digitale. Donc l'idée, par exemple, dans notre cas, notre modèle économique se base sur l'ensemble des inscrits, des abonnés qui vont se connecter sur ELISE pour élaborer un certain nombre de tâches. Donc c'est de se dire, on commence sur un périmètre pour les petites structures et on voit comment on fait évoluer. Et dans le on fait évoluer, c'est au rythme du client. Ça peut se faire de son côté et ou avec le prestataire. D'un autre côté, de se dire, on peut budgéter pour l'année prochaine, on regarde ce qu'il nous faut
et s'assurer que ELIS, dans ce contexte-là, va être un orchestrateur, en quelque sorte, de la gestion documentaire. Ça veut dire, ça ne va pas remplacer leur système d'information, on ne cherche pas à remplacer le système d'information, mais de se dire, à un instant T, on peut capturer l'ensemble des documents, on peut avoir une vision globale de tout ce qu'on a, et on peut évoluer et répondre efficacement. L'autre intérêt qui est très important, c'est que je pense quand même la conduite et changement est très importante, mais aussi de se dire le fait que les gens collaborent ensemble au sens large, c'est un levier de performance et ça permet d'avancer plus rapidement. Ça veut dire quoi? Il faudrait que l'outil derrière permet aux gens de collaborer, d'échanger, de valider rapidement, d'avoir des signatures très rapidement, d'avoir les documents, de les envoyer rapidement. Là, je parle du contexte documentaire en particulier, mais qui est très représentatif dans le contexte actuel. Donc, c'est très important de se dire, je prévois un budget, je me fais accompagner et je peux évoluer petit à petit. Comme on a d'autres contextes où c'est des très gros projets, dès le départ, il y a eu le cadrage, il y a l'accompagnement par des cabinets de conseil pour faire le cadrage nécessaire et destiner, identifier les périmètres et mettre les ressources nécessaires. Donc c'est du cas par cas et c'est possible pour les différents budgets, comme j'ai dit, ça dépendra de ce qu'on cherche à faire. Bah écoutez, moi je reste impressionné par finalement. C'est pas que c'est facile, c'est qu'il y a une méthode à prendre en considération et surtout, il y a une certaine rigueur dans la conduite de ce chantier, etc. Donc, je vais vous laisser finir et conclure cette table ronde en me disant, bah, si vous aviez, dans tout ce qu'on a évoqué ou dans ce que vous voudriez rajouter, un ou deux conseils vraiment essentiels que vous voulez dire, et puis, avant d'entamer ce tour de table final, Caroline, te laisser conclure sur une question. Je commence par quoi? J'ai envie. Vous m'avez convaincu, là. Ça fait 45 minutes qu'on parle. Ok, j'ai écouté tout ça avec intérêt. Je vais faire la promotion quand même de l'émission. Et derrière, je suis convaincu. Je commence concrètement par quoi? Moi, je commence par un document qui, pour moi, est essentiel et qui appartient, pour le coup, aux professionnels, aux courtiers. C'est le registre de traitement des données. Je le construis. Je me fais accompagner ou je me fais pas accompagner, mais l'idée, c'est de décliner toutes mes activités, mes partenaires, mes fournisseurs, les livrables, les données, les types de données qui sont véhiculés. Et là, pour le coup, j'ai une cartographie que je peux proposer à des professionnels qui vont pouvoir faire un diagnostic. Quand tu dis une cartographie, c'est une sorte de cahier des charges que tu veux pour qu'ils essayent d'avancer sur ce sujet-là, ou ça va plus loin avec un échange réel avec ces professionnels-là? Ah oui, c'est le document de départ, en fait. C'est le document qui va permettre de lancer un partage, un échange là-dessus. Et ça lui montrera aussi peut-être son niveau de maturité sur son système d'information. Parce que parfois, on découvre qu'on a toujours un fournisseur par-ci, par-là, alors qu'on on pensait à en avoir changé, et que finalement, il est toujours là, il a toujours des données. On n'a pas forcément connaissance des pratiques, là pour le coup, qui lui appartiennent, de suppression de données, d'archivage sur les différents outils qu'il peut être amené à utiliser, ou sur l'utilisation de l'IA, par exemple, de ces outils-là, parce que parfois, ça vient pas de lui, ce sont les éditeurs qui apportent ces nouvelles solutions, qui ne sont pas forcément maîtrisées. Donc, commencez par ça. C'est une façon de présenter son activité et c'est un document qui est demandé, donc autant commencer. Oui, alors, je ne veux pas inciter à la paresse, mais c'est vrai que pour avoir vécu quand même des contrôles des autorités, des différentes autorités de régulation en tant qu'acteur du marché, ce qui intéresse souvent quand même, notamment en termes de premier contrôle, ce qui intéresse souvent l'autorité de régulation, c'est de voir si déjà il y a prise de conscience, s'il y a un début, un embryon au moins de responsabilisation par rapport à ça, et s'il y a une obligation de moyens, même si l'obligation de résultat n'est pas toujours facile à atteindre, mais au moins l'obligation de moyens. Donc, si on peut passer un message aux opérateurs et aux auditeurs de l'émission, c'est de toute façon, même si c'est imparfait, faites quand même l'effort de le faire. Voilà. Donc, merci. Alors, Frédéric,
Un conseil Le conseil, ça va être le même que à parvenir chez Caroline. D-Cube. À parvenir chez D-Cube, oui. Mais le conseil, ça va être le même que celui de Caroline, parce que de toute façon, nous, quand on va commencer toute la partie audit ou la conception des solutions qu'on va mettre en œuvre, on commence par une cartographie en fait de l'existant et du patrimoine de données en fait de l'entreprise. Et c'est sur cette cartographie-là qu'on va mettre en place tout le socle après derrière de mise en conformité, de gestion des accès des utilisateurs et autres. Et cette cartographie, après derrière nous, on va l'outiller avec un outil de data gouvernance par exemple, qui va nous permettre plus facilement après derrière de capter en fait les informations et toutes les métadonnées qui sont liées après derrière aux documents, donc à l'intégralité des documents, aux différentes bases de données aussi qui sont manipulées par les différentes personnes, aux différents fichiers Excel et qui se trimballent à gauche à droite, etc. Et c'est plus facile à embarquer quand on est viré de la boîte ou qu'on part. Hein. Tout à fait. Mais c'est surtout ça qui est protégé en général par les commerciaux. C'est le fait de ne pas perdre leur fonds de commerce. Et c'est surtout ça en fait qui est intéressant de cartographier et de savoir où est-ce que c'est stocké, où est-ce que l'information est disponible, qui accède à quoi, comment, et d'avoir cette matrice après derrière des personas utilisateurs et de connaître les rôles et responsabilités et de savoir qu'un tel est en responsabilité de tel patrimoine de données et donc il doit après derrière venir le documenter, le labelliser, parce que sans données documentées de toute façon, au-delà de la conformité, on aura du mal à exploiter l'information dans l'entreprise et pouvoir la réconcilier et trouver des corrélations et autres. Donc il nous faut ce patrimoine de données. Et sans données propres et sans données documentées, on aura beau utiliser toute l'IA générative qu'on peut avoir, oui, ça fera s'il n'y a pas de stats, on n'a pas tout. S'il n'y a pas d'informations propres, catégorisées, labellisées, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin sur la mise en place des processus de mise en conformité et de contrôle de conformité, mais aussi après derrière d'analyse de données au sens large pour produire des insights quels qu'ils soient en fait. Inès, on finit par toi. Alors, je sais qu'il y a des sujets qui te tiennent particulièrement à cœur, qu'on n'a pas eu le temps de creuser. Je voudrais juste provoquer un petit peu la professionnelle en disant, on parlait de données, de ce qui se passe dans les cabinets. Moi, j'ai un truc qui va faire bondir une gestionnaire de documents, c'est le nombre de cartons avec des documents physiques qui peuvent exister dans les cabinets, mais pas que de courtage, hein, dans les banques, dans les assureurs, chez les assureurs, tout ça. Alors, toi, ton bon conseil, et puis l'occasion de rebondir sur tous ces sujets-là, quoi. Alors, donc d'abord, je suis complètement en phase avec Caroline et Frédéric par rapport à ce qui vient d'être dit. Maintenant, accompagner cette transformation digitale ne se base pas uniquement sur les prouesses techniques, c'est surtout avoir la capacité d'accompagner, de motiver les équipes en interne, y compris pour tout ce qui est cette archive physique. Donc, c'est très important d'avoir une stratégie claire et de pouvoir motiver les gens au sein de l'entreprise. Tout commence par là. Et donc, l'idée que ce soit sur tout le processus qui démarre à partir des archives physiques jusqu'à l'archivage numérique, avec toute l'exploitation qui est entre les deux, c'est très important d'être en capacité de travailler avec les équipes en interne, quelle que soit la taille du client, quelle que soit la volumétrie des documents derrière. Pourquoi je dis que c'est très important? Je le vois dans notre cas, on a un laboratoire de recherche et de développement, on est très proche de nos clients pour comprendre et intégrer leur métier et faire évoluer ELISE en continu. Donc ce qui fait, on est maître de notre métier, mais on est plus important quand on travaille main dans la main avec le client et les spécialistes du métier. Donc c'est très important de pouvoir collaborer ensemble et d'offrir un environnement de collaboration au sein de l'entreprise. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour dire la preuve de tout ça, la concrétisation de tout ça. On a un événement le 25 septembre qui s'appelle ELISA 2025. Et en fait, c'est un moment d'échange et d'expertise avec nos partenaires et nos clients où on voit comment on a capitalisé dans le produit standard tout ce qui a été proposé, tout ce qui a été échangé. Et je pense que la clé de la réussite, c'est d'avoir du people d'abord, des gens compétents ou des gens qui apprennent et qui évoluent en continu avec vous dans tous les secteurs de métier, de consulting, etc., pour pouvoir vous conseiller et pour pouvoir avancer ensemble.
Oui, c'est ce que généralement, en termes de conformité, on appelle la gouvernance des solutions ou la gouvernance des produits. C'est-à-dire que c'est pas simplement quelque chose qu'on délivre, c'est quelque chose qu'on fait évoluer par échange avec les utilisateurs. D'une manière évolutive et incrémentale. Exactement. Je vous remercie vraiment très fort, les unes les autres, de cette table ronde et du thème et de la façon dont vous avez pu le traiter. En ce qui me concerne, je vous donne, auditeurs, rendez-vous sur la prochaine émission des fans du crédit. Merci Inès. Je rappelle, Neoledge, Frédéric Descubes et Caroline KTG Conseil dans le cadre de l'accompagnement des cabinets. Bonne journée à tous. Fans de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.